On a l'impression que tous les journalistes, sans aucune exception, et tous les grands médias français sont tous pour l'Europe, pour l'Union européenne et contre le moindre euroscepticisme. On la quitte, on y reste ou on la réforme. Ça ne vous aura sûrement pas échappé, mais aujourd'hui, l'Union européenne est de plus en plus critiquée par les Français et les Européens en général. D'après une étude du Pew Research Center, notre pays serait même derrière la Grèce le deuxième plus eurosceptique d'Europe, avec seulement 38% de nos concitoyens déclarant avoir un avis positif sur l'UE. Lors des dernières élections européennes, de nombreuses personnalités politiques telles que Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou encore Nicolas Dupont-Aignan n'ont d'ailleurs pas caché leur défiance envers Bruxelles et ses institutions, fustigeant une perte de souveraineté, une immigration incontrôlée, ainsi que des coûts économiques exorbitants. À son paroxysme, on a même eu Asselineau, le porte-étendard du Frexit, allant jusqu'à dénoncer ce qu'il considère comme une dictature européenne. Bref, sur cette question, la société française semble se fracturer de plus en plus. D'un côté, on a les pro-UE qui supportent l'idée d'une construction commune, défendant les transferts de souveraineté nécessaires pour créer un bloc européen, qui pourra, selon eux, peser face aux géants de ce monde. Et de l'autre côté, on a les eurosceptiques, qui défendent l'idée des États-nations, où chaque pays resterait maître de ses décisions, ne serait plus lié aux autres par des instances supranationales et ne s'occuperait que de son bien-être. En vérité, chaque point de vue est compréhensible. Ce sont deux conceptions différentes du monde qui s'affrontent, deux stratégies distinctes. Mais plus que jamais, et surtout depuis le Brexit, la question de notre adhésion ou de la refonte de l'Union européenne devrait se poser. J'irai même plus loin, elle devrait être primordiale dans les débats actuels. Surtout depuis qu'Emmanuel Macron, le leader français le plus pro-européen, a avoué de son propre chef que l'UE devait être modifiée en profondeur pour prospérer. Les difficultés que traverse l'Europe ne sont d'ailleurs plus à démontrer. Force est de constater qu'elle n'arrive pas à parler d'une seule voix. Chaque pays défendant ses propres intérêts, on a du mal à déceler une ligne politique, géopolitique ou économique commune et claire. Donc en France, on se retrouve tiraillé entre d'un côté une volonté de faire partie d'une supranation pouvant tenir tête à la Chine et aux États-Unis, et de l'autre une volonté de reprendre toute sa souveraineté, histoire de se sentir à nouveau maître chez soi. Qu'est-ce qu'on choisit? Où est-ce qu'on met le curseur? On va remettre la problématique dans son contexte en se replongeant dans l'histoire de la création européenne, puis on va analyser tranquillement les bénéfices et les inconvénients de cette union pour notre pays. Et à la fin de cette vidéo, vous pourrez prendre une décision éclairée sur la situation. N'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Frexit ou Europe, on est parti. Tout d'abord, le projet d'une Union européenne des peuples reste très ancien. Un exemple parmi tant d'autres, Victor Hugo, dès 1849, imaginait déjà des États-Unis d'Europe pour garantir une paix durable entre les nations. Ce qui est important ici, c'est que quand on regarde les anciens écrits, le but historique de l'Europe n'était absolument pas économique, mais purement pacifique. On cherchait un moyen efficace de stopper les guerres sur le continent. Néanmoins, l'histoire de l'Union européenne mettra du temps à se dessiner, commençant véritablement en 1951 avec la signature du traité de Paris et la création de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. En gros, dès 1952, la France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg se mettent d'accord pour ouvrir un marché unique, qui leur permettra de se partager le charbon et l'acier sans avoir à payer des frais de douane. Ce qui change totalement avec ce marché commun, c'est la création de la Haute Autorité, un organe supranational qui chapeaute tous les États signataires, fixant les règles générales que chaque nation se doit de respecter impérativement. Le principe de l'État-nation est ainsi remis en cause par une instance supérieure. Alors si on se remet bien dans le contexte historique, en 1951, le continent sortait de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe commençait sa reconstruction, elle était fragile, divisée entre le bloc soviétique et américain. Ce qui fait que la création de la CECA avait pour but principal de permettre à l'Europe de l'Ouest de se relever plus vite économiquement, tout en assurant la paix entre ses États membres grâce au commerce. De plus, en filigrane, cette alliance économique permettait à l'Ouest de devenir plus fort pour lutter contre le péril communiste à l'Est. C'est d'ailleurs une des raisons principales pour laquelle les États-Unis étaient aussi présents au départ. Étant au début de la guerre froide, on réfléchira même dès les années 50 à la création d'une armée européenne commune pour se protéger contre les soviétiques, la CED. Projet qui n'aboutira pas dû à l'opposition farouche du général de Gaulle, des communistes et à la mort prématurée de Staline.
Malgré tout, la CECA, qui au départ n'était qu'une expérimentation, s'est très vite retrouvée couronnée de succès. Et en 1957 va être ratifié par les 6 premiers pays fondateurs le traité de Rome, qui pose les fondations de ce qu'on appellera la Communauté économique européenne, la CEE. C'est à cette époque que l'on crée la politique agricole commune, le Parlement européen, la Commission européenne ou encore la Cour de justice européenne. Le projet passe véritablement au niveau supérieur et prospérera pendant les 30 Glorieuses, avec une période de croissance massive pour tous les États membres. Néanmoins, tout n'était pas rose. Dans les années 60, l'Union européenne s'était d'ailleurs retrouvée confrontée à un dilemme crucial. En effet, à l'époque, l'Allemagne souhaitait construire une Europe fédérale, supranationale, un peu sur le modèle américain, tandis que la France du général de Gaulle souhaitait bâtir une Europe des États-nations. Les décisions de ce type ne pouvant se prendre qu'à l'unanimité, la France refusera le débat à chaque fois, en adoptant la politique de la chaise vide. Ce qui est incroyable, c'est que même à 6, la création européenne avait du mal à choisir son modèle de développement. Et vraisemblablement, sans l'opposition du général de Gaulle, qui était très attaché à la souveraineté, nous serions aujourd'hui dans des États-Unis d'Europe. Est-ce que le peuple français, le peuple allemand, le peuple italien, le peuple hollandais, le peuple belge, le peuple luxembourgeois sont prêts à se soumettre à des lois que voteraient des députés étrangers? Petit aparté au passage, Jean Monnet, un des principaux fondateurs de la coopération européenne, avait prédit à l'époque qu'une Europe non fédérale ne marcherait pas pour certaines des raisons que l'on constate aujourd'hui. Monnet, et la monnaie de Gaulle s'oppose, Monnet disait « si l'on fait une Europe intergouvernementale, ça ne marchera pas ». Et pourquoi ça ne marchera pas? Parce que le dialogue entre les gouvernements feront que les intérêts des États se heurteront. Intérêt français, intérêt italien, intérêt allemand, on n'y arrivera pas. Le seul moyen de créer l'Europe, c'est d'aller au-delà des gouvernements. Mais passons. Après l'ère de Gaulle, Georges Pompidou acceptera les premiers élargissements de la zone euro. La Grande-Bretagne, l'Irlande, le Danemark, puis la Grèce sous Giscard d'Estaing rejoignent la CEE. À l'époque, tout le monde se battait pour entrer dans le marché commun. Même le Maroc fera une demande d'adhésion. Puis, subissant le ralentissement économique dû à la crise pétrolière des années 70, la CEE se cherchera un nouvel élan, qui sera définitivement acté en 1985 avec les accords de Schengen, qui aboutiront sur la création de l'espace Schengen 10 ans plus tard, garantissant la libre circulation des personnes chez les pays membres. En 1992, la dimension politique ne fera plus aucun doute avec la ratification du traité de Maastricht, adopté par référendum en France, qui remplacera la CEE par l'Union européenne. C'est le début d'une Europe politiquement unie, avec une citoyenneté européenne en arrière-plan. Les instances de l'UE gagnent de plus en plus de pouvoir. On évoque concrètement l'idée d'une monnaie commune, projet qui sera d'ailleurs officiellement adopté avec la mise en circulation de l'euro en 2002. On accueille les pays pauvres de l'Est qui viennent tout juste de s'ouvrir au monde après la déliquescence de l'URSS, en profitant au passage pour les soustraire à l'influence de la Russie. Bref, on avance à marche rapide vers une Europe davantage politique, plus grande et un peu plus hétéroclite. Seulement, cette tendance pro-européenne va subir un énorme coup d'arrêt en 2005, quand les Français vont voter non à 55% à la création d'une constitution européenne lors d'un nouveau référendum. Cette décision aura l'effet d'un électrochoc chez les dirigeants qui comprennent que les difficultés économiques rencontrées depuis des années ralentissent fortement l'enthousiasme européiste. L'heure n'est plus vraiment à l'optimisme aveugle. Cependant, malgré ce revers, un traité similaire, celui de Lisbonne, sera ratifié 2 ans plus tard, d'où le fait que de nombreux supporters de l'UPR clament que cette décision aurait été antidémocratique. En soi, ce n'est pas totalement faux, mais d'un autre côté, en 2007, les Français ont voté majoritairement au présidentiel pour Nicolas Sarkozy, qui avait clairement signalé dans son programme qu'il signerait ce traité sans référendum. La situation n'est ni toute blanche ni toute noire. Est-ce que la signature du traité de Lisbonne était vraiment antidémocratique? Sarkozy a-t-il trahi le peuple ou a-t-il juste appliqué son programme? Chacun aura son opinion. Donc voilà pour cette succincte mise en contexte. Ainsi, historiquement, on se rend compte que l'on se dirige vers une Europe de plus en plus politique, mais aussi que l'enthousiasme pro-européen s'effrite inlassablement. Et maintenant, si on se concentre uniquement sur la France, être dans l'UE, est-ce qu'on y gagne ou est-ce qu'on y perd? C'est le moment où l'on entre dans la guerre des études scientifiques et des théorèmes économiques. Alors si on écoute les partisans les plus eurosceptiques, ils vous citeront à coup sûr l'étude extrêmement célèbre et fortement controversée d'un think tank allemand, le CEP, qui arrive à la conclusion que l'Allemagne a été la grande gagnante de la mise en place de l'euro, tandis que l'Italie et la France en ont été les plus grands perdants.
Ici, les chiffres sont assez effarants. Les chercheurs concluent que chaque Français aurait perdu en moyenne près de 56 000 € entre 1999 et 2017. Cependant, quand on se penche sérieusement sur l'étude, et je vous la mettrai dans la description bien évidemment, on se rend compte que la méthode scientifique paraît fortement bancale. Pour vous donner une idée, il compare la France avec un mix de l'économie britannique et australienne, ne prenant absolument pas en compte les spécificités macroéconomiques de notre pays, et arrive à la conclusion non pas que la France devrait quitter l'UE, mais qu'elle devrait s'ultra-libéraliser pour enfin pouvoir bénéficier de la monnaie commune. Inutile de vous dire que l'étude a été décriée de toutes parts. En revanche, si de par sa méthodologie elle ne peut pas être considérée comme méticuleuse, il faut tout de même pointer du doigt le fait que de nombreux économistes restent eux aussi dubitatifs sur la question de l'euro. Dans un rapport de 2017, le FMI a ainsi calculé que cette monnaie était surévaluée de 6,8% pour la France. Dans une autre interview, Jacques Sapir descendait littéralement en plein vol la monnaie commune, et il y a plein d'autres économistes de renom, d'anciens prix Nobel, qui pensent la même chose. C'est l'euro qui nous plombe. Absolument. Et l'euro nous plombe depuis maintenant 7 à 8 ans. Il faut savoir que l'euro est la cause essentielle de nos malheurs économiques depuis maintenant plus de 10 ans. En fait, ces gens-là ont de bonnes raisons d'être sur leur garde, car l'avantage principal d'avoir une monnaie nationale, c'est qu'elle peut s'adapter parfaitement aux besoins du pays. Et dans le cas de l'euro, il faut arriver à faire cohabiter l'économie de la Slovaquie, de la France et de l'Allemagne ensemble. Le problème, c'est que les pays du Sud ont plutôt besoin d'un euro faible, tandis que les pays nordiques préféraient avoir un euro fort. Donc on se retrouve à faire des concessions, des compromis, qui in fine n'arrangent personne. Pas même l'Allemagne qui préférait avoir un euro plus fort de 18%. Ainsi, le seul moyen pour que cette situation fonctionne, ce serait de faire comme les États-Unis, avec les régions riches comme la Californie qui transfèrent de l'argent aux régions les plus pauvres pour équilibrer les différentes économies. Mais force est de constater qu'actuellement, on n'a pas d'identité européenne. S'il est facile d'expliquer à un Californien qu'il doit payer pour le Dakota du Nord ou à un Parisien qu'il doit payer pour l'Auvergne, il est autrement plus compliqué d'expliquer à un Français qu'il devra donner des milliards d'euros à la Bulgarie sur l'autel de la coopération européenne. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. En 2017, la France a versé 2,75 milliards d'euros de plus à l'Europe qu'elle n'en a reçu. On finance ainsi directement le développement d'autres pays, et ça, les défenseurs de l'État-nation ne l'approuvent pas forcément. Mais passons. Pour les côtés positifs, les défenseurs de l'UE clament tout d'abord qu'une monnaie forte permet à la France d'importer à moindre frais de nombreux biens essentiels comme le pétrole, que le marché commun et l'euro auraient enrichi tous les pays grâce notamment à une augmentation de 80% des échanges commerciaux depuis 2002, que l'euro reste une monnaie stable, et aussi qu'en développant les pays les plus modestes, ceux-ci, sur le long terme, achèteront de plus en plus de produits français, consommeront toujours plus et deviendront des moteurs de l'Europe. Ainsi, nous serions bénéficiaires dans plusieurs années, quand les pays de l'Est rattraperont à peu près le niveau économique de la France, ce qu'on est en train de constater avec le salaire minimum polonais qui a doublé en 10 ans par exemple. Donc le premier argument, c'est qu'ils pensent très long terme, global, acceptant que la France perde un peu aujourd'hui dans l'espoir qu'elle gagne bien plus demain. Ensuite, c'est vrai que comparé aux États-Unis, les différences économiques intra-européennes restent très élevées, donc le rattrapage risque de prendre du temps et le niveau de vie des Français risque de stagner, voire de baisser. Dans quelle mesure, c'est compliqué à prédire. Ensuite, leur deuxième argument, c'est qu'une coopération permet d'éviter les guerres économiques, qui historiquement ont toujours eu la fâcheuse tendance d'appauvrir toutes les nations. On va prendre 3 exemples. Avec la monnaie commune, l'UE cherche à éviter les guerres de change, pour que chaque pays ne soit pas tenté d'entamer une course à la dévaluation, visant à exporter davantage que son voisin. En effet, historiquement, ce qu'on appelle les dévaluations compétitives menaient souvent à des guerres monétaires qui appauvrissaient tous les citoyens, comme on a malheureusement pu le constater dans les années 30. Deuxième exemple, l'UE cherche aussi à éviter les guerres commerciales, pour que chaque pays n'augmente pas constamment ses frais de douane, souhaitant avantager ses entreprises nationales face à la concurrence internationale. Quand nous, on va se mettre des droits de douane qui vont nous protéger des importations, les autres, ils vont faire la même chose. Et un dernier exemple où l'UE fait clairement n'importe quoi, elle devrait permettre d'éviter les guerres fiscales, pour qu'on ne se retrouve pas avec des paradis fiscaux comme le Luxembourg ou l'Irlande qui ne pensent qu'à eux, attirant toutes les multinationales sur leur sol et tirant dans les pattes des pays à forte fiscalité comme la France. En fait, tout repose sur le système du prisonnier. Si tout le monde joue le jeu, tout le monde gagne. Mais s'il y en a un qui se la joue perso, il gagnera énormément, tout en créant des grands perdants. Et en Europe,
il y a pas mal de pays qui se la jouent individuelle. Vous voyez où je veux en venir. Et dernièrement, il faut aussi noter que l'UE reste extrêmement libérale, supportant l'idée que la France doit accepter d'être en libre concurrence avec des pays comme la Roumanie, mais aussi la Chine, qui ont un droit du travail et des salaires minimaux très compétitifs. Il n'y a pas de protectionnisme possible, d'où l'intérêt que l'Europe devienne vite homogène et que la France se concentre sur des activités à forte valeur ajoutée. Ainsi, pour les chantres de l'Union européenne, Bruxelles force la France à innover, à monter en gamme, ne pouvant se contenter d'activités à faible valeur ajoutée. C'est en quelque sorte la start-up nation voulue par Emmanuel Macron, où pour survivre, la France doit se différencier, se renouveler, tout en acceptant que durant cette période de transition, certaines personnes puissent être laissées sur le carreau. C'est la stratégie de l'adaptation, du changement. Tandis que pour de nombreux eurosceptiques, il faudrait tout faire pour protéger les ouvriers peu qualifiés et les paysans mis à mal par la concurrence étrangère. En 2017, Marine Le Pen proposait d'ailleurs une taxe de 35% sur les produits délocalisés. C'est la stratégie du combat, du protectionnisme. Encore une fois, ce sont deux visions différentes du monde qui s'affrontent. Mais soyons honnêtes, dans une société ultralibérale, sans taxe aux frontières, c'est une aberration économique de croire que Whirlpool France puisse être plus compétitif que Whirlpool Pologne ou Whirlpool Turquie. Donc pour conclure cette partie, est-ce que la France, à l'instant T, perd de l'argent à cause de l'UE? Franchement, même si l'économie n'est pas une science exacte, on aurait envie de dire oui. Mais dans quelle mesure, c'est assez compliqué à savoir. Néanmoins, là où tout le monde s'accorde, c'est que l'Europe, étant de par sa nature ultralibérale, il apparaît comme hautement improbable que la France adopte une stratégie protectionniste. En effet, faire partir de l'UE, c'est accepter que les grandes orientations de politique économique se fassent à Bruxelles, à la Commission européenne et non pas à Paris. C'est une vraie perte de souveraineté, qui passe d'ailleurs assez mal en France, car historiquement, on n'a jamais été les plus grands chantres du libéralisme sauvage. Et avant de finir cette partie, il faut aussi noter que quitter l'UE pourrait nous coûter très cher. Ici, on entend deux sons de cloche. Selon les pro-UE, revenir au franc pourrait conduire à une dévaluation brutale allant jusqu'à 30%, tandis que les pro-Frexit imaginent une légère dévaluation d'une dizaine de pourcents. Revenir au franc ne ferait pas augmenter la dette nationale, en vertu de la Lex Monetae, selon les partisans d'Asselineau, tandis que les européistes anticipent une augmentation drastique des taux d'intérêt par les créanciers après les dévaluations. Bref, il faut aussi réfléchir au fait qu'une sortie de l'euro et de l'Europe ne serait pas forcément aussi indolore que certaines personnes voudraient nous le faire croire. Il y a un truc qui s'appelle la Lex Monetae. Lorsque nous reviendrons au franc, les dettes seront transférées en francs, et tout donc simplement. Vous pensez que les investisseurs vont investir sur nous, ils vont avoir confiance en nous, ils vont pas mal nous noter dans les agences internationales? Non, pas, et non, vous parce pensez que nos taux d'intérêt vont pas augmenter? Non, vous parce êtes sûr de tout ça? Vous nous le vendez comme ça? Dans une Europe qui se veut de plus en plus politique, de nombreux domaines ont été boostés par cette collaboration accrue. Tout d'abord, on a l'espace Schengen, qui est souvent décrié à cause de l'immigration illégale, mais qui est aussi fortement apprécié des voyageurs réguliers. Il y a les partages universitaires avec Erasmus, les partages scientifiques avec le CERN, les opportunités professionnelles avec EURES. Donc en soi, on s'accorde à dire que l'UE facilite tous ces échanges. Mais dans quelle mesure elle a été nécessaire dans l'établissement de ces collaborations, c'est une question que l'on peut aussi se poser. Tous ces pays auraient-ils réussi à s'entendre sans l'Union européenne? Pas facile à savoir. Pareil pour la paix, argument phare des européistes. Alors certes, depuis 1951, aucun conflit ouvert n'a jamais éclaté entre les membres de l'Union européenne, mais est-ce seulement grâce à l'UE? Quel rôle a joué la dissuasion nucléaire? Quel rôle a joué l'OTAN? Ne s'expose-t-on pas à une guerre des blocs? Honnêtement, si on ne peut pas réfuter cet argument, il convient au moins de le nuancer. Ensuite, l'augmentation drastique des échanges commerciaux en Europe a aussi eu des effets néfastes sur l'écologie, qui sont grandement occultés. L'ultralibéralisme de l'UE mène à des aberrations, où pour gagner quelques centimes sur un produit, on est prêt à lui faire des milliers de kilomètres de trajet. On en avait déjà bien parlé dans la vidéo sur l'écologie, si vous vous souvenez. Puis, autre point important à débattre, on pourrait parler du lobbyisme. Étant donné qu'historiquement l'Union européenne n'était qu'une collaboration économique, elle a gardé dans ses gènes une relation très complice avec les entreprises du secteur privé. Cependant, si à l'époque cela pouvait se comprendre, c'était la première fois qu'on tentait une union économique de cette ampleur, il fallait absolument avoir l'avis du privé, du public, des ONG. Aujourd'hui, il apparaît comme indécent que les lobbies aient un accès aussi facile aux décideurs. Dites-vous que dans les années 80, il n'y avait que 1000 lobbyistes à Bruxelles. Actuellement, on a passé la barre des 20 000. Et là où le bas blesse, c'est que ceux qui défendent les intérêts du privé dépensent 30 fois plus d'argent que ceux qui défendent le public. On a ainsi Monsanto qui a pu financer une étude entière pour montrer que le glyphosate n'était pas dangereux, ce qui a conduit l'UE à le réautoriser pour 5 ans. Il existe un déséquilibre énorme ici et il n'y a pas beaucoup de lois pour réglementer ce lobbyisme. Et pour finir, on accuse l'Europe d'être trop dure à réformer.
En soi, ce n'est pas faux. Pour modifier les traités ou changer en profondeur l'UE, il faut l'accord unanime des 27 États membres. Obtenir l'approbation de toutes les nations paraît complexe. On se souvient qu'en 2016, la Wallonie, région du sud de la Belgique, avait à elle seule bloqué toute l'Europe en refusant l'accord de libre-échange avec le Canada, le CETA. Il avait fallu un énorme effort diplomatique pour convaincre les Wallons d'autoriser la Belgique à signer l'accord. Et on parle ici d'un simple accord commercial, pas d'un changement en profondeur des institutions. Donc est-ce que l'Europe est impossible à réformer? Pas forcément, mais on ne va pas se mentir, la tâche paraît extrêmement ardue. Comment convaincre le Luxembourg de modifier fondamentalement une Europe qui l'avantage énormément? Ce système d'unanimité empêche l'Union européenne d'être réactive et flexible dans un monde qui ne cesse d'évoluer. En fait, le vrai débat de l'Europe, il est avant tout stratégique. Est-ce que vous préférez vivre dans une nation totalement indépendante, qui ira probablement mieux sur le court terme, tout en prenant le risque de ne plus peser dans les décisions mondiales sur le long terme? Ou est-ce que vous préférez que la France transfère une grosse partie de sa souveraineté, cherche à bâtir une Europe commune qui pourrait peser fortement dans le monde? Voilà le dilemme global. Veut-on une Europe fédérale ou une Europe des nations? En soi, il ne faut pas se faire d'illusions. La France seule, géopolitiquement ou économiquement parlant, n'est plus capable de tenir tête à la Chine ou aux États-Unis. Cette époque est révolue depuis de nombreuses années maintenant. Donc faire le pari de l'Europe, c'est un risque, qui actuellement nous coûte probablement de l'argent, qui pourrait se solder par une catastrophe politique, mais qui pourrait aussi bien être payant sur le long terme. En soi, quand on regarde l'Inde ou la Chine, une de leurs grandes forces, c'est bien évidemment leur unité, et ce, malgré les profondes différences ethniques et linguistiques qui existent dans leur pays. On ne s'en rend pas forcément compte parce que c'est loin de nous, mais la création de l'Union indienne, qui comporte plus de 2000 ethnies, avait tout pour échouer lamentablement, et finalement, ils ont à peu près réussi. Donc Europe ou Frexit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tout dépend ce que vous voulez. Seulement, si on opte pour l'Europe, il faudra tôt ou tard que tout le monde tire dans la même direction, qu'on arrive à créer une vraie identité européenne. Car à l'heure actuelle, on n'y est clairement pas, avec des gouvernements qui ne pensent qu'à leur pays et absolument pas au bien commun de l'UE. Quoi qu'il en soit, l'Union européenne va devoir se décider vite sur la direction à prendre, car en ce moment, non seulement la France perd probablement de l'argent, mais en plus, l'Europe étant trop divisée, elle n'arrive pas à peser dans les décisions internationales. Ce qui fait que pour nous, c'est un petit peu la double peine. Et maintenant, c'est à vous de participer. Qu'est-ce que vous choisissez? Pensez-vous qu'il faut que la France reste dans l'UE, ou préféreriez-vous un Frexit? Quels sont les arguments qui font pencher la balance pour vous? Et si vous souhaitez réformer l'Europe, que feriez-vous? J'attends avec impatience de lire tous vos commentaires. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo un peu spéciale puisque cela faisait plusieurs mois que j'avais disparu. Je tenais à vous dire que dernièrement j'ai manqué de temps et pour être totalement honnête de motivation aussi. Je ne sais pas du tout quand la prochaine vidéo sortira. C'est vrai qu'au bout de 3 ans sur YouTube, je n'ai plus vraiment la même fougue qu'à mes débuts. Pour être totalement honnête, je vais mettre l'opinion éclairée en pause. Sachez que ce concept d'une chaîne YouTube visant la neutralité, la compréhension globale, les échanges d'opinions, je l'ai porté en moi pendant plusieurs années. Mais qu'aujourd'hui, force est de constater que les vidéos les plus mises en avant par l'algorithme YouTube, ce sont toujours les mêmes. Des vidéos tranchées, avec une prise de position forte, ne laissant guère place au doute, ou à la fabrication d'une opinion vraiment personnelle. Honnêtement, je considère que j'ai perdu la bataille de la nuance, de la réflexion. L'ouverture d'esprit n'a peut-être plus sa place sur YouTube. Ainsi, le nom L'Opinion éclairée va être changé par Pierrick Kamel, mon vrai nom. Et dans quelques mois, ou peut-être quelques années, je reviendrai avec un nouveau concept, une nouvelle dynamique. On verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, activez la cloche pour ne pas manquer ce qui va suivre, et merci à tous ceux qui m'ont soutenu depuis mes débuts, qui m'ont aidé via Tipeee, qui m'ont envoyé des messages d'encouragement via Facebook. Ils se reconnaîtront. C'était L'Opinion éclairée, c'était Pattern Actu. Bye. Salut à tous et bienvenue pour cette première vidéo de Pattern Actu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite commune d'un peu plus de 2000 habitants, mais qui est au cœur de l'actualité française depuis un certain temps. Aéroport, manifestations massives, zone à défendre.